Bienvenue à tous dans Économie de Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, son nom évoque l'Orient, mais c'est depuis l'Extrême-Orient qu'Alibaba, le chinois, s'apprête à conquérir le plus prestigieux des marchés financiers occidentaux. Va-t-il franchir à Wall Street la barre des 20 milliards de dollars de levée de fonds? Tout ce qu'il faut savoir sur l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire, c'est dans un instant. Et puis jusqu'où ira l'escalade de sanctions et autres mesures de rétorsion entre l'Union européenne et la Russie? Hier, les 28 ont adopté de nouvelles mesures censées pénaliser Moscou pour son implication dans la crise ukrainienne. Difficile de dire qui a le plus à y perdre. Les détails dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'info économique pour commencer. Et on part d'abord au Brésil avec ce scandale qui prend de l'ampleur autour de Petrobras, la compagnie nationale du pétrole. L'un de ses anciens hauts dirigeants, Paulo Roberto Costa, incarcéré pour blanchiment, a dénoncé à la police il y a quelques jours un vaste système de pots de vin que versait la société à des dizaines d'élus, députés, sénateurs, gouverneurs, tous membres de la majorité. L'affaire survient à moins d'un mois des élections générales et une semaine après un autre coup dur pour le pouvoir, l'annonce d'une récession pour le pays. Les principaux candidats appellent à la prudence, une prudence perceptible aussi au sein de la population. Ici au Brésil, les gens oublient rapidement. Certains pensent « je n'y crois pas ». D'autres pensent que c'est une manipulation du parti adverse qui veut discréditer l'autre. Au Brésil, c'est souvent comme ça. Ils ne croient même pas à ce qu'ils voient. La Tunisie, nous vous en parlions hier avec l'ouverture d'une conférence d'investisseurs Start-up Démocratie. 3 ans et demi après la révolution, l'économie apparaît toujours malmenée. Mais cette fois, Tunis entend donner des gages de confiance et des marchés aussi. Infrastructure, industrie, tourisme, énergie ou transport. Alors était présent notamment Manuel Valls, le Premier ministre français, a témoigné de son optimisme. Le temps est compté. Les difficultés économiques appellent des mesures, des projets et plus généralement l'élaboration d'une nouvelle stratégie économique. Le gouvernement tunisien aura besoin des efforts de tous les pays et institutions partenaires qui veulent croire en l'avenir promoteur, radieux, avez-vous dit, de cette start-up démocratie. Voilà, alors la France, justement, a-t-elle, elle aussi, un avenir radieux? Difficile à dire au vu de la tâche qu'il reste à accomplir côté finances publiques. Nouvelle hausse du déficit budgétaire à 84,1 milliards d'euros fin juillet, contre 80,8 l'an dernier. Les dépenses augmentent, les recettes diminuent, et puis les chiffres du commerce extérieur n'incitent pas non plus à l'optimisme, avec toujours un déficit commercial qui reste inchangé ou presque en juillet à 5,5 milliards d'euros, malgré, il faut le dire, les bons résultats de l'armement. Enfin, le taux de pauvreté a lui légèrement reculé en 2012 d'après l'INSEE, mais avec tout de même un contexte de baisse générale des niveaux de vie. Et au Royaume-Uni, grosse inquiétude hier pour les marchés financiers, moins 0,3% pour le FTSE à Londres. La livre sterling atteint ses plus bas niveaux en 10 mois. En cause, bien sûr, les derniers sondages à une semaine du grand référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le oui pourrait l'emporter et l'idée d'une prochaine division du Royaume inquiète au plus haut point les investisseurs. Les marchés n'aiment pas l'incertitude et il n'y a rien de plus incertain que la perspective de briser le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de questions sans réponse auxquelles les nationalistes ne répondront pas, comme l'argent que nous aurons ou la monnaie que nous utiliserons. Donc il n'est pas surprenant qu'il y ait un peu de nervosité. Ce que je dis, c'est que le meilleur moyen d'être certain que nous générerons assez de richesses pour nous offrir la sécurité sociale, par exemple, eh bien cela viendra du fait que nous resterons au sein du Royaume-Uni. Et puis une nouvelle start-up israélienne qui part à l'assaut des marchés financiers américains. SolarEdge, distingué récemment lors d'un salon à Munich pour ses solutions photovoltaïques, prévoit une introduction en bourse à New York l'an prochain avec l'objectif de lever 100 millions de dollars. La société espère ainsi devenir un leader mondial de l'énergie solaire. Le monde de la finance est dans tous ses états. Alibaba, un colosse du e-commerce venu de Chine, pourrait réaliser dans les prochains jours la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. L'empire de l'emblématique Jack Ma espère lever entre 20 et 25 milliards de dollars auprès d'investisseurs. La tournée de présentation a d'ailleurs débuté hier. On s'attend aussi à une valorisation autour de 150 milliards de dollars. Joanna Citruc. Le coup d'envoi est donné.
Lundi, Alibaba a commencé sa tournée de présentation aux investisseurs. Une centaine de réunions sur 3 continents différents avec un objectif, évaluer l'intérêt que suscite le groupe pour fixer le prix des futures actions. Pour l'instant, le géant chinois du e-commerce vise une fourchette de prix entre 60 et 66 $ par action sur un total de quelques 320 millions de titres qui devraient être émis la semaine prochaine. Je ne pense pas que ce soit l'évaluation maximale que l'on puisse faire, même si ça ne sera pas très différent. Nous prévoyons que le prix final la semaine prochaine tournera plus autour de 68 $. Donc nous envisageons un prix supérieur à la fourchette choisie. Et à ce prix, Alibaba pourrait lever plus de 24 milliards de dollars lors de son entrée à Wall Street. Ce qui ferait de cette opération la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Un montant à la hauteur de l'objectif du groupe, investir le marché international. Pour se développer au niveau mondial, il faut avoir une entreprise cotée en bourse. Je pense qu'Alibaba a su se développer au mieux en Chine en tant que compagnie non cotée. Mais pour faire partie du marché américain, européen ou encore asiatique, il faut être coté en bourse. Et les États-Unis, c'est le meilleur endroit pour une introduction boursière actuellement. Même si la Chine compte plus d'1,3 milliard d'habitants, les Américains sont de très gros consommateurs. Pour l'heure, Alibaba n'a toujours pas révélé la date exacte de son introduction en bourse, mais la plupart des experts misent sur le 18 septembre prochain. Voilà, Wall Street pour faire décoller encore plus cette puissance financière qui est déjà devenue Alibaba avec ses 500 millions de clients. On va tenter d'en savoir plus sur cette introduction avec un expert. Bonjour Ben Amoyal. Bonjour. Bienvenue à vous, ça faisait longtemps. Vous êtes gérant de portefeuille. D'abord, au regard de cette effervescence, l'action Alibaba, vous êtes preneur, vous ? Alors oui, je suis preneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs prix. Ceux qui sont en premier marché, donc qui vont recevoir l'action avec le prix de l'IPO entre 60 et 66 $, c'est un super prix, donc à ce prix-là je suis preneur. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est une fois que l'IPO aura eu lieu et que les premiers échanges, ce qu'on appelle sur le second marché, vont avoir lieu, c'est voir le prix. Si l'action prend 40, 50, 60%, c'est des prix. Il faut s'attendre à ce genre d'écart, vous pensez ? Je pense, ouais. On va faire un peu comme des LinkedIn ou comme des Facebook qui ont pu exploser dans les premiers échanges et qui après se sont cassés un petit peu la figure. Je ne pense pas que ce sera le cas avec Alibaba parce qu'il y a quand même là vraiment, vraiment beaucoup de demandes. On a vu que les roadshows qui ont eu lieu à New York avec toutes les grosses banques, ça a été largement suivi. D'ailleurs, Yahoo a pris hier dans la foulée 5%, justement. Yahoo qui détient 22% et qui veut descendre à 16%. Exact. 8 milliards de cash peut-être qui sont... c'est 8 milliards de cash. Ça va les aider un petit peu parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Yahoo, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu à des niveaux de 40, 45. Dans les années 2000, avant la crise, on était aux alentours des 100. Face à Google, Voilà, donc passer de 100 à 30 et revenir à 44, ça va les aider un petit peu. Donc ils récupèrent un petit peu leurs investissements du passé. Alors il y a aussi ce choix justement pour cette IPO Wall Street. Pourquoi New York, pourquoi pas Hong Kong ? On sait qu'il y a eu des difficultés à rentrer à Hong Kong et puis surtout Alibaba n'a aucune activité aux États-Unis. Alors oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux raisons. La première raison, elle est au niveau de la liquidité. Les investisseurs, ils sont à New York. Donc il faut pouvoir atteindre ces investisseurs-là. La deuxième, elle est réglementaire. Je sais que Hong Kong, je ne suis pas un spécialiste du marché hongkongais, mais Hong Kong a des réglementations très strictes en matière d'actionnariat. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus cool, on va dire. Donc niveau réglementaire, c'est plus simple de se faire coter, de se faire émettre directement à New York. Et justement, comment va se constituer l'actionnariat d'Alibaba à New York ? On a des pistes qui sont ceux qu'il faut séduire d'abord ? Là, ce qui se passe, c'est la semaine des roadshows, enfin 1 à 2 semaines de roadshows. Donc là, on va séduire un maximum les grosses banques, on va séduire un maximum les gros fonds de pension, les gros hedge funds, et après, malheureusement, les actionnaires, les petits actionnaires, nous, vous, moi, on n'est pas trop séduits. Alors, comment va se répartir l'actionnariat ? Je pense qu'il va y avoir justement ces gros fonds de pension en premier, ces gros hedge funds. Dans un deuxième temps, les banques qui vont ensuite se dispatcher, etc. Pour ceux qui ont déjà reçu les titres en IPO, ils vont peut-être les revendre tout de suite pour faire déjà 30 à 40% de plus-value. Et après, une grosse partie aussi va aller au public. Donc les provisions sont très importants sans doute. Alors est-ce que cette valorisation à venir d'Alibaba qui s'annonce assez gigantesque, c'est un petit peu finalement la valorisation aussi de la Chine, de cet immense marché, surtout du e-commerce qui est en plein essor ? Moi, je trouve personnellement que la valorisation est un peu exagérée. Après, ça révèle deux choses. La première, c'est que la Chine, il y a une croissance phénoménale de la consommation en Chine. Donc, c'est parfaitement illustré par Alibaba. Et le deuxième point, c'est que la Chine, elle ne veut pas rester en reste.
si vous voulez, de ce qui se passe aux États-Unis ou de ce qui se passe dans le monde. Donc ça illustre ces deux points-là. 3 millions de nouveaux internautes en Chine chaque mois, 6 millions chaque mois si on prend en compte l'essor du mobile, donc il y a quand même encore de la place sur ce marché chinois. Voilà, ça ne jouera pas seulement aux États-Unis. Voilà, vous parlez d'internautes, mais après il y a les consommateurs. On parle de 80% de nouveaux consommateurs chaque année, en plus. C'est énorme. Et pour parler d'Alibaba, l'avenir d'Alibaba, c'est pas seulement des tarifs attractifs, on sait qu'il y a 800 millions de références en catalogue, c'est aussi au niveau de la technologie, et on sait qu'Amazon, le concurrent, a une grosse longueur d'avance avec le Big Data notamment. Est-ce que c'est là-dessus aussi qu'Amazon va devoir donner des gages de garantie sur son avenir? Alors à partir du moment où ils vont commencer à être cotés et suivis de près par les investisseurs qui vont faire la pluie et le beau temps sur le titre, parce que là c'est bien, c'est l'euphorie, tout va bien, mais quand on va commencer à rentrer dans les détails de ce qu'on appelle les dochot, donc les chiffres finalement, là il va vraiment falloir trouver des relais de croissance. Merci beaucoup Ben Amoyal pour toutes ces explications. Merci à vous. À très bientôt. Et second dossier du jour, on l'aura compris, l'Europe et la Russie sont devenus les meilleurs ennemis du monde. Nouvelle illustration hier avec de nouvelles sanctions adoptées par les 28. On n'en connaît que peu de détails, si ce n'est qu'elles concerneraient les principaux géants russes de l'énergie. Entre Moscou et Bruxelles, la guerre économique est allée loin déjà, mais elle pourrait encore monter d'un cran. Explication d'Anthony Lesme. Les 28 ambassadeurs des pays membres de l'Europe ont annoncé lundi dans la soirée une nouvelle série de sanctions, sans toutefois détailler ni les différents volets ni la date d'application. Une prudence qui s'explique par la situation sur le terrain. Si le cessez-le-feu de vendredi dernier a été violé par différents bombardements, les combats entre Ukrainiens et pro-russes n'ont pas regagné en intensité. Bruxelles espère une amélioration de la situation et revenir ainsi sur ces mesures. On peut les élargir et on peut effectivement les arrêter en fonction des développements sur le terrain. Ça continue à être notre philosophie pour que nous puissions toujours agir complètement en fonction de la situation sur le terrain. Dans le viseur de la Commission, les principaux producteurs et transporteurs de pétrole russe. Selon des sources diplomatiques, Rosneft, Transneft et Gazprom Neft seraient interdits d'accès au marché de capitaux européens. Une sanction qui tombe mal, notamment pour Rosneft, surendetté après des acquisitions. Ses besoins sont estimés à 30 milliards de dollars. Le Premier ministre russe a assuré pouvoir venir en aide au premier groupe pétrolier du pays. Reste que ces nouvelles sanctions fragilisent les économies russes et européennes. Nous devons faire en sorte que ces sanctions n'aient pas d'effet sur le long terme. Il existe une forte demande en Asie qui renforce les exportations, mais dans le long terme, il faut noter que les entreprises, en particulier moyennes, seraient durement touchées par plus de sanctions contre la Russie. Lundi, dans la journée, Dimitri Medvedev avait menacé, en cas d'application de nouvelles sanctions, de suspendre les compagnies européennes de trafic au-dessus de la Russie. Un manque à gagner certain pour l'Europe, mais aussi pour la Russie, qui engrange 200 millions de dollars de royalties par an pour ses services de transit. Voilà, et la Russie qui affirme aussi pouvoir construire ses propres navires Mistral, en réponse bien sûr aux pressions de la France. Et tout de suite le Media Watch. Et à la une de cette revue de presse, le palmarès des patrons les mieux payés du CAC 40. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. And the winner is. Oui, avec 4,5 millions d'euros, c'est Maurice Lévy qui est le grand gagnant, donc à la tête du groupe Publicis. C'est lui qui est le patron le mieux payé des entreprises cotées au CAC 40. En deuxième position, on a Jean-Paul Agon, qui est le PDG de L'Oréal et qui a remporté en 2013 4 millions d'euros. Et sur la troisième marche du podium, on a Bernard Arnault, donc à la tête du groupe LVMH, qui a touché l'année dernière 3,9 millions d'euros. Voilà, les trois grands gagnants. Alors on retourne aux États-Unis, Johanna. Facebook a franchi pour la première fois hier la barre symbolique des 200 milliards de dollars de valeur boursière. Effectivement, lundi, en début de séance, l'action Facebook a atteint son plus haut niveau, 78,71 $. Le titre est ensuite légèrement redescendu pour clôturer à 77,89 $, ce qui représente tout de même donc une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars, donc depuis son entrée sur la bourse de New York, à la bourse de New York au Nasdaq en mai 2012. La valeur de la société a été
multiplié par 2 alors qu'à l'époque c'était pas forcément gagné. Le prix de l'introduction qui était de $38 par action était jugé trop élevé par les investisseurs. Résultat, après tout juste 3 séances, 3 jours, le titre avait perdu 20% de sa valeur. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, David, tout va pour le mieux pour Facebook. C'est une histoire ancienne. Alors Amazon, le grand rival d'Alibaba dont on parlait il y a un instant, qui va brader son fameux smartphone à moins $1. Oui, 99 cents au lieu de $199. C'est ce qu'il faut donc débourser désormais pour obtenir le Fire Phone, le smartphone de la compagnie Amazon, accompagné d'un abonnement de l'opérateur américain AT&T. Alors Amazon refuse pour le moment de commenter ou d'expliquer cette décision, mais d'après la plupart des spécialistes du sujet, c'est simplement parce que les ventes sont très décevantes depuis sa sortie il y a un petit peu moins de 3 mois. C'était fin juillet, seulement 35 000 Fire Phone se seraient vendus. Alors à titre de comparaison, entre début avril et fin juin 2014, Apple a vendu en moyenne 2,7 millions d'iPhone, non pas par mois mais par semaine. C'est pas mal. Voilà, Apple en tout cas qui fait la une aujourd'hui, puisque la présentation de l'iPhone 6, 6e mouture, c'est ce soir, et ce sera d'ailleurs demain sans doute dans Économie le Mag. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain donc sur i24 News, Apple bien sûr, et puis l'agriculture à Gaza après le conflit. Restez avec nous, l'info continue.